Qui aurait cru que Blake Lively est tellement insécure que ça lui aurait coûté sa carrière? Allez, on se retrouve après ça. Hello mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors autant pour ma première vidéo sur le litige entre Blake Lively et Justin Baldoni, j'ai un peu dérivé de ma ligne éditoriale. Et d'ailleurs, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait pour cette vidéo. Merci infiniment. Autant pour le coup, là, ça va être vraiment pile poil dans ce que j'ai l'habitude de traiter avec vous. Parce que dans toute cette vidéo, on va parler d'insécurité. Et on va se rendre compte à quel point toute cette histoire n'est finalement qu'une question d'insécurité. Et comment les insécurités de Blake Lively mais aussi de Ryan Reynolds sont sûrement en train de leur coûter leur carrière. Évidemment, depuis ma dernière vidéo, il y a 2 semaines sur le sujet, on a eu plein d'informations. D'ailleurs, Gossip Gloss, encore une fois, vous a fait une vidéo qui récapitulait tout ce qu'on a appris depuis. Je vous invite à regarder sa vidéo si vous voulez avoir tous les updates. Je viens de la regarder à peine, j'avais déjà écrit mon script et tout, mais je viens à peine de la voir, elle est super, je vous invite à la regarder si vous voulez avoir tous les updates. Moi, je vais me concentrer sur les nouveaux éléments qu'on a, qui va tourner autour des insécurités de Blake Lively. Donc dans cette vidéo, dans une première partie, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, en fait, toute cette histoire n'est qu'une histoire d'insécurité et pourquoi, en fait, en ayant une véritable confiance en elle, Blake Lively aurait largement pu s'éviter tous ces problèmes, tous ces déboires médiatiques. Ensuite, on va parler un petit peu du beauty privilege. Et enfin, dans une troisième partie, on va parler de la suite de cette saga sur Blake Lively et Justin Baldoni parce qu'il y aura une suite. Et vous le savez maintenant, à chaque fois que je fais une vidéo, je fais un article de blog qui va avec cette vidéo. Et sur l'article de blog de cette semaine, on va parler des insécurités et on va se demander comment faire en sorte de faire la paix avec son corps pour éviter d'avoir tous les déboires que Blake Lively peut avoir. Coucou mes licornes, je suis en plein montage. À la base, j'avais prévu de vous proposer un article de blog sur comment faire la paix avec son corps, mais j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Ça me saoule un peu. Donc j'ai plutôt décidé de vous faire un article sur comment j'ai eu mon déclic qui m'a mis dans la mouvance du body positive, comment j'ai réalisé qu'en fait le diktat de la minceur était vraiment un non-sens total et comment j'ai totalement lâché prise par rapport à ça. Je pense que c'est plus intéressant. Du coup, je vous invite à aller voir cet article une fois que la vidéo sera terminée. Je vous fais des bisous. C'est vrai qu'on vit dans un monde où l'apparence compte beaucoup et tout. Et c'est important de savoir prendre de la distance avec cette apparence. Donc, je vous invite grandement à aller lire mon article de blog. J'ai mis le lien dans la description comme d'habitude. De toute façon, mon blog, c'est anaïsorsini.com. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo, mais surtout à mon article de blog. Vous le savez, j'ai l'habitude de vous répondre, sauf si c'est pas de choses sympas, auquel cas, j'ai tendance à retirer vos commentaires, parce que si ça sert qu'à insulter, ça sert à rien. Mais donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, à partager votre propre expérience peut-être, et à dire ce que vous pensez du sujet. Donc, on est parti pour cette première partie, dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, en fait, toute cette histoire n'est qu'une question d'insécurité et pourquoi, finalement, Blake Lively fait payer ses insécurités à Justin Baldoni. Et dans cette première partie, je vais devoir détailler 4 points. Dans un premier point, on va parler de la grossophobie intériorisée de Blake Lively qui est vraiment très présente. Ensuite, on va aborder le complexe de la ravissante idiote qui a beaucoup d'importance dans cette histoire également. On va parler ensuite des insécurités de Ryan Reynolds, qui en a pas mal finalement. Étonnamment. D'ailleurs, pour Blake Lively aussi, c'est très étonnant, je trouve. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Et enfin, on va parler de Justin Baldoni et on va s'expliquer pourquoi Justin Baldoni cristallise, en fait, toute cette colère et tout ce mal-être, en fait. Donc, très clairement, Blake Lively a une grossophobie intériorisée qui est très importante. La grossophobie, c'est la peur du gros, de manière très schématique, mais c'est en fait toutes les actions et tous les propos qui vont rejeter les gros. Et quand je parle de grossophobie intériorisée, c'est-à-dire que c'est une grossophobie envers elle. C'est-à-dire que elle se met une pression pas possible pour être mince. Il y a 4 éléments qui me font penser que vraiment... Déjà, je l'ai effleuré dans ma dernière vidéo, mais on a eu les commentaires de son coach sportif. Pour vous remettre dans le contexte, Blake Lively avait présenté à Justin Baldoni un coach sportif parce qu'il a eu des problèmes de dos. Et donc, Justin Baldoni a demandé à ce coach sportif
combien pesait Blake Lively pour pouvoir s'entraîner à une scène de portée. Et ce coach-là a répété ça à Blake Lively. Et en fait, cette question-là, où il lui demandait le poids de Blake Lively, ça a pris tellement d'importance, en fait, qu'elle a mis dans sa plainte en disant qu'elle a été victime de body shaming. On en parlera plus tard, mais en termes de body shaming dans le milieu, il y a bien pire. La deuxième raison pour laquelle je pense que Blake Lively est aussi très insécure par rapport à son poids, c'est que tout simplement, elle l'a confié à Justin Baldoni dans des textos. On a eu les textos avec sa plainte. Encore une fois, je vous invite à voir les vidéos de Gossip Gloss pour vous rendre compte de la totalité des plaintes, pour avoir vraiment le dossier en entier. Mais Blake Lively s'est confiée à Justin Baldoni qu'elle voulait perdre 10 kilos, parce que 20 pounds, c'est l'équivalent de 10 kilos, avant de faire des scènes un petit peu plus intimes. Et il lui a dit pas de problème et tout. Enfin, il était super cool avec ça, franchement. Donc voilà, elle s'est confiée sur le fait qu'elle avait pris du poids avec sa grossesse et qu'elle se trouvait grosse. Ensuite, on a eu cette affaire du nice pool dans le film de Ryan Reynolds qui était Deadpool. Pour ceux qui ne connaissent pas Deadpool, c'est un personnage de Marvel, donc c'est un super-héros qui ne peut pas mourir. Et apparemment, dans le volet 3 de Deadpool, il y avait plusieurs Nice Pool, plusieurs versions de Nice Pool. J'imagine que c'est par rapport au multiverse. Je n'ai pas vu le film Deadpool, j'ai vu que le 1 et peut-être le 2, mais le 2, je l'ai dû le voir de loin. C'est pas une licence qui me parle particulièrement, voilà. Donc pourtant j'adore les super-héros, j'adore les films Marvel, mais cette licence-là, elle me parle pas. Et donc dans ce troisième volet de Deadpool qui est sorti en même temps que le film It Ends With Us, c'est-à-dire plus jamais, il y a une version de Deadpool qui s'appelle Nice Pool, qui moque clairement Justin Baldoni, qui a sa coupe de cheveux et qui parle de masculinité, tout ça, et de féminisme, et qui va avoir une réflexion sur la compagne de ce Nice Pool, et qui dit ouais, elle vient d'avoir un bébé, et c'est comme si de rien n'était, de manière à tourner en ridicule le personnage de Nice Pool, qui est en fait Justin Baldoni. Donc parmi toutes les choses qu'il aurait pu lui reprocher, en fait, il a mis ça en avant. Donc c'est que vraiment il y a eu ça, cette question sur le poids de Blake Lively a soulevé vraiment beaucoup de mal-être. À savoir que je rappelle en fait que Blake Lively, elle mesure pas moins d'1m80, elle doit peser autour des 70 kilos. Franchement, 70 kilos, faut les soulever. Alors après, vous direz ouais, t'es mal placé et tout parce que t'es grosse et tout. Oui, j'entends, mais en fait, techniquement, c'est un film qui doit être tourné et il y a une scène de portée. Et donc, Justin Baldoni doit porter une charge de 70 kilos. Et la question, c'est pas de lui reprocher d'être gros, la question, c'est de savoir comment faire pour que lui, qui a des problèmes de dos, puisse soulever 70 kilos. Et comme je le dis dans ma dernière vidéo, en fait, poser une telle question, en fait, c'est un non-sujet. Ça devrait être un non-sujet pour n'importe qui n'a pas de problème avec son poids, enfin, qui n'a pas de problème de perception de son poids et qui n'a pas de grossophobie à intérioriser, vous l'aurez compris, c'est un non-sujet. Ensuite, on a cette anecdote très intéressante, qui est une reporter américaine, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, qui nous l'explique. Et en fait, elle nous raconte qu'elle a parlé à un styliste qui a travaillé avec Blake Lively. D'ailleurs, c'est pas un styliste, c'est un rédacteur de mode. Et cette personne nous expliquait qu'en fait, il a dû travailler avec Blake Lively pour faire une couverture de magazine. En fait, il a contacté l'équipe de Gossip Girl pour connaître la taille de Blake Lively. Et apparemment, elle fait un 28, ce qui correspond à un 38 chez nous. Et ils lui ont dit par contre, coupe les étiquettes, parce que elle veut faire du 34. Et tant que c'est pas du 34, elle va pas porter ses vêtements. Donc coupe l'étiquette et donne-lui pour qu'elle ait l'impression de faire du 34 en fait. Donc voilà, les insécurités de Blake arrivent à ce point d'absurdité où en fait les gens qui travaillent avec elle sont obligés de couper l'étiquette de ses vêtements pour qu'elle ne sache pas la taille qu'elle fait. Faire du 38 quand on fait 1m78, c'est pas gros du tout, hein. Ça reste mince, en fait. Et enfin, dernier élément qui me fait me penser que tout ça, c'est une question d'insécurité et surtout de grossophobie, c'est que avec le recul, tous les moments où, en fait, elle répond pas forcément bien et elle est un peu insolente envers les intervieweurs qu'on a pu voir, qui ont fleuri, en fait, avec cette affaire sur la toile, à chaque fois, ou presque, c'est une question autour de son apparence et surtout autour de son poids. Son petit bidon de femme enceinte, le fait qu'elle soit grande, enfin, à chaque fois, c'est par rapport à son apparence. Et c'est hyper intéressant. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que Blake Lively souffre de grossophobie intériorisée. Et maintenant, je vous propose de nous intéresser à son syndrome de la ravissante idiote, que je vais vous expliquer tout de suite. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, et surtout, évidemment, on est en train de split the tea.
comme on dit en anglais. Donc n'hésitez pas à aller chercher votre petite tasse de thé. Moi, je me suis fait un thé au pain d'épices avec un nuage de lait et une petite cuillère de sirop d'agave. Qu'est-ce que le complexe de la ravissette idiote? C'est tout simplement le fait qu'à force de tout miser sur son physique, tu souffres en fait d'un sentiment d'être bête et que les gens te voient comme quelqu'un de bête. Et du coup, tu vas avoir besoin de prouver qu'il y en a là-dedans, tu vois. Et donc là, clairement, on est clairement dans ce syndrome-là, puisque elle cherche à se réapproprier une œuvre artistique qui a été pensée et travaillée par quelqu'un d'autre, avec la matière grise de quelqu'un d'autre, et qu'elle cherche à se réapproprier. Et en fait, ce qui est très triste, c'est que toute cette histoire n'a fait que mettre en exergue le fait qu'elle n'était pas compétente pour réaliser un film et que toutes les choses qu'elle a effectivement apportées au film, c'est-à-dire le stylisme, le recut, donc c'est-à-dire le remontage du film pour avoir sa patte à elle et tout, tout ça, en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est pas à la hauteur de ce qu'il fallait, que c'était moins bien que ce que Justin Baldoni avait décidé. Donc tout ce qu'elle a apporté au film finalement, c'est pas bon, c'est pas bon. Ensuite, j'ai tout juste de finir la vidéo de Gossip Girl avant de tourner cette vidéo là. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux dans cette vidéo, c'est que en fait les choses, le torchon a commencé à brûler entre deux parce qu'avant ils étaient super potes, mais le torchon a commencé à brûler entre deux quand Blake Lively a voulu se réapproprier le film et que Justin Baldoni ne s'est pas laissé faire. Et c'est là qu'on a commencé à voir Ryan Reynolds devenir hyper agressif et avoir des comportements où il cherchait à le canceller juste pour ça en fait. Parce qu'en fait, si tu regardes l'affaire, jusqu'à ce qu'elle commence à vouloir prendre la main mise sur le film, ça se passait super bien entre eux. C'est à partir du moment où Justin Baldoni se dit wow, là ça commence à devenir bizarre et qui commence à refuser d'aller dans son sens, que ça a commencé à partir en cacahuète et qu'elle a commencé à faire l'anti-jeu, quoi. Donc maintenant, parlons des insécurités de Ryan Reynolds. Il est évident pour moi que Ryan Reynolds aussi a des insécurités et que Justin Baldoni cristallisait deux de ses insécurités. Étonnamment, la première, c'est d'un point de vue professionnel. Parce que, en fait, Justin Baldoni, c'est quelqu'un qui n'a pas autant de moyens que Ryan Reynolds, qui est plus jeune que Ryan Reynolds, et qui a déjà une boîte de production, qui a acheté des droits d'un livre, sachant que c'est particulièrement vrai en France, mais je pense que c'est vrai dans le monde entier. L'œuvre d'art par excellence et la plus respectée dans notre monde, c'est la littérature. Donc acheter les droits d'un livre, même si c'est de la new romance, acheter les droits d'un livre et pouvoir l'adapter, c'est quelque chose d'assez ambitieux et c'est quelque chose qui forcément attire le respect et la reconnaissance de ses pairs. Et donc Ryan Reynolds, je pense, se sent insécure par rapport au côté un petit peu intello, entre guillemets, de Justin Baldoni, parce que justement, il a cette approche du film It Ends With Us un peu intello, dans la mesure où pour lui, racheter les droits de ce film et l'adapter, c'est une occasion de parler de violence conjugale, c'est une occasion de parler de ce problème de société. Il y a un côté un petit peu intello là-dedans. Et je pense que Ryan Reynolds s'est senti menacé par ce côté un petit peu plus intelligent que lui. Parce que Ryan Reynolds est quelqu'un qui réussit très bien sa vie, professionnel, pas de problème là-dessus. Il possède énormément de sociétés, tout ça, donc il est vraiment hyper riche, tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il a aussi cette étiquette du mec superficiel. Deadpool, ça marche parce que c'est drôle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui considèrent que Ryan Reynolds a retiré un petit peu de la substance de Deadpool, et je suis totalement d'accord avec ça. C'est pour ça que je ne regarde pas trop cette franchise, parce que je la trouve un peu bébête, on va pas se mentir. Et du coup, je pense vraiment que Ryan Reynolds se sentait vraiment menacé par Justin par rapport à ça. Deuxième raison pour laquelle apparemment il se serait senti menacé, c'est qu'il est allé sur le plateau et il a remarqué la bonne entente entre Blake Lively et Justin Baldoni. Alors il y en a qui vont jusqu'à dire que Blake Lively a flashé sur Justin Baldoni et que lui il l'a pas calculé parce on le sait tous, c'est une notoriété publique qu'il est fou amoureux de sa femme et que du coup il n'en voit aucune autre de femme. Pour lui, son seul love interest c'est sa femme. En fait, je suis même pas sûre que Blake Lively ait cherché à pécho Justin. Rien que le fait que de voir que Justin Baldoni et Blake Lively s'entendaient très bien et faisaient un super taf, rien que ça, je pense, a suffi à réveiller une certaine insécurité par rapport à Ryan Reynolds, qui, je vous le rappelle, a rencontré Blake Lively sur un tournage alors qu'il était
déjà en couple, il était déjà marié, et Blake Lively aussi. Donc il sait très bien que sur un tournage, on peut tomber amoureux, et que le fait d'être déjà en couple engagé et tout n'empêche pas les coups de foudre, surtout quand on tourne des films aussi torrides. Pour peu en plus que le jour où ils soient venus, ils étaient en train de tourner une scène un petit peu intime. Je parle même pas de intime physiquement, mais peut-être intime psychologiquement. Bah ça a pu jouer. Mais moi personnellement, ce que je ressens vraiment de l'affaire, c'est que la décision de porter plainte vient plutôt de Ryan Reynolds, parce que c'est lui qui voulait en découdre avec lui. Il a cherché à le cancel au moment de la sortie du film. Il a demandé aux agents de Justin Baldoni d'arrêter de le suivre parce qu'ils sont dans la même agence de talent. Il a clairement cherché à le canceller en interne. Quand il a vu que ça ne marchait pas, c'est là qu'ils ont sorti l'artillerie lourde et qu'ils ont porté plainte pour harcèlement sexuel. Et comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, le fait de prendre le harcèlement sexuel, c'était vraiment, je pense, réfléchi, parce que c'était un moyen de prendre un crime que les fans de Justin Baldoni ne lui auraient pas pardonné, dans la mesure où Justin Baldoni se présente comme un féministe et travaille sur des causes féministes. Donc le fait de vouloir le canceller avec cet argument-là, pour moi, il est réfléchi et il est bien pensé. Ça aurait vraiment pu marcher si Justin Baldoni n'était pas aussi bien conseillé, parce qu'il a je tiens à dire quand même qu'il a une équipe d'avocats et de communicants qui assurent et qui, je pense, vont arriver à lui éviter d'être cancellé. Et encore, on ne sait pas ce qui va se passer en interne, parce que je rappelle quand même que Ryan Reynolds, c'est vraiment un poids lourd de la production de films. Donc, je ne sais pas. Et voici pourquoi, pour moi, Justin Baldoni cristallise en fait les insécurités de l'un et de l'autre en fait. D'un côté, d'ailleurs, c'est ironique quand on y pense, parce que Blake Lively lui reproche un harcèlement sexuel, sauf qu'en fait, quand on regarde un petit peu les images backstage, tout, on voit qu'en fait, Justin Baldoni, il était gentil, il était très gentil avec elle, très prévenant, voilà, mais clairement, il n'était pas intéressé d'un point de vue amoureux par elle. Il est clairement fou amoureux de sa femme, il parlait de sa femme toutes les 10 minutes, et je pense que ce no calcul, en fait, joue finalement contre Justin Baldoni. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Justin Baldoni est plus jeune que Ryan Reynolds, il a une boîte de prod, il a acheté les droits de 2 livres à adapter au cinéma, et puis il a aussi plein d'autres projets en cinéma. Ensuite, Justin Baldoni, par rapport à eux deux, Blake Lively et Ryan Reynolds, a une certaine légitimité intellectuelle, dans la mesure où il a animé pendant 4 ans un podcast sur la masculinité. C'est difficile à dire rapidement, masculinité. Ouais, j'espère que j'ai bien dit. Voilà. Et où il a acheté les droits d'un livre pour parler de violences sexuelles. Donc, et en fait, si on regarde un peu ce qu'il a pu faire de lui-même avec sa boîte de prod et tout, on voit que vraiment son truc, son cheval de bataille, c'est vraiment le féminisme, la bienveillance, tout ça. Il est vraiment dans cette position très woke, diront certains. Pour moi, c'est pas un gros mot. Mais donc voilà, pour moi, c'est ces 3 points qui expliquent la cristallisation de la détestation de Blake Lively et Ryan Reynolds envers Justin Baldoni. Et on en arrive à un tel point de détestation que, alors qu'il porte plainte contre lui pour avoir fait une smear campaign, c'est-à-dire avoir cherché à tourner les médias contre lui, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'avec les éléments qu'on a, c'est Blake Lively et Ryan Reynolds qui ont fait une smear campaign contre lui, parce que, en fait, on se rend compte, grâce aux métadatas du site internet du New York Times, qu'en fait, l'article qui a lancé l'affaire, en fait, était prévu depuis des mois. Donc, ça fait des mois qu'ils avaient les photos de la plainte qui a été déposée. Donc, en fait, Blake Lively s'est entendu avec le New York Times pendant des mois avant que ça sorte. Et dans la vidéo, je vous avais dit qu'en fait, ils avaient choisi cette date pour que ça fasse le plus de mal, parce que à ce moment-là, il ne se passait rien au niveau des célébrités. En choisissant cette date, elle était sûre qu'elle ferait la une de tous les journaux, parce qu'il n'y avait rien à se mettre sur la dent pour les journalistes. Donc en fait, clairement, ils ont fabriqué tout ça en toute conscience, en toute malice. Donc voilà, pour moi, ce sont toutes ces insécurités-là qui sont à la base de cette histoire, de cette saga entre Blake Lively,
Justin Baldoni et aussi Ryan Reynolds. Maintenant, je vous propose de parler du beauty privilege et de voir pourquoi, en fait, toutes ces insécurités sont tout simplement le revers de la médaille du beauty privilege. En fait, on va pas se mentir, la carrière de Ryan Reynolds et la carrière de Blake Lively, ils le doivent surtout à leur physique. Ils le savent, ils en sont conscients. Et je pense, j'imagine, que leur entourage ne cesse de les aider à capitaliser sur cet avantage qu'ils ont. Du coup, je pense que c'est devenu une véritable obsession pour eux, c'est au cœur de leur vie. D'autant qu'en fait, ils évoluent dans un milieu dans lequel l'apparence est capitale, l'apparence est primordiale, même j'ai envie de te dire. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai été rédactrice en chef du magazine que j'ai créé et dirigé pendant 5 ans. À mon niveau, il m'était arrivé de dire à un mannequin, par exemple, d'aller à la salle de sport parce que le shooting était prévu un mois plus tard, afin que ce soit plus harmonieux sur les photos. Alors après, moi c'est particulier parce qu'on était un magazine fait pour les rondes. Du coup, l'idée c'était vraiment d'utiliser le moins de retouches possible. Donc, la contrepartie, c'était que puisqu'on n'utilisait pas de retouches à part l'étalonnage, donc l'étalonnage pour ceux qui savent pas, c'est mettre un petit peu plus de lumière, mettre en relief les couleurs et tout. Mais donc du coup, le sujet devait être le mieux possible. Et l'idée, c'était pas de montrer quelque chose de parfait, mais de montrer quelque chose quand même d'esthétique. Donc, il m'est arrivé 1 ou 2 fois de dire à un mannequin, avant le shooting, de travailler particulièrement en salle de sport, telle zone, parce qu'on en aura besoin pour le shooting. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans ce métier-là. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans le milieu du cinéma. Là, qu'elles disent, en fait, le fait qu'il ait demandé son poids, c'était une manière de la body shamer. Pardon, hein, mais à mon avis, elle a vécu de choses beaucoup plus body shamantes que ça, hein, parce que dans ce milieu-là, je peux vous assurer qu'on prend pas des pincettes pour vous dire, meuf, c'est le moment de perdre un petit peu de poids. On a les textos. Elle a décidé de perdre 10 kilos avant de faire le tournage des scènes olé olé. C'est elle qui l'a décidé. Mais Justin Baldoni ne lui a pas demandé. Et je peux vous assurer que dans ce milieu-là, un autre réalisateur ne se serait pas gêné pour lui dire de perdre du poids. Il ne l'a pas fait. Donc voilà, clairement, ce côté body shame et ce côté grossophobie intériorisée, c'est vraiment dans sa tête en fait. Et c'est clairement le revers de la médaille du beauty privilege. À force de capitaliser sur son physique, ça devient une obsession. Et non seulement ça la met elle-même dans des états émotionnels qui doivent être compliqués franchement à vivre, mais en plus, elle en vient à pourrir la vie de quelqu'un qui non seulement n'a jamais rien fait pour qu'elle se sente aussi insécure, mais qui en plus l'a toujours soutenue par rapport à ça. On a aussi cette anecdote d'une personne qui travaillait sur un set avec Blake Lively bien avant qu'elle soit aussi célèbre. Blake Lively s'était plaint à la direction du tournage que cette personne-là se comportait comme une fan avec elle, alors que elle ne savait même pas qui elle était. Tout ça pour se donner de l'importance, alors qu'à l'époque, elle n'était même pas célèbre. Donc, clairement, Blake Lively souffre vraiment d'une très grosse faille narcissique qui se cristallise autour de son poids, on va pas se mentir, mais aussi autour de sa superficialité, qui lasse pas mal le public, on va pas se mentir. Je pense que personne d'entre nous n'a jamais pensé que Blake Lively était l'actrice du siècle. C'est clairement pas demain qu'elle obtiendra un Oscar, on va pas se mentir. Et je pense qu'elle en souffre, parce qu'elle le sait, et que elle sait que elle ne marquera pas le cinéma de sa patte, quoi. D'un côté, je pense que c'est quelqu'un qui est très imbu de sa personne et à qui on n'a jamais dit non. C'est une nepo baby, hein, pour ceux qui ne le savent pas, elle est née dans le cinéma. Apparemment, il y a beaucoup de témoignages qui disent que on ne lui a jamais dit non, en gros, quand elle était plus jeune. Et donc, du coup, elle a du mal à comprendre jusqu'où elle peut aller. Mais d'un autre côté, je pense aussi qu'elle souffre énormément d'une certaine pression par rapport à son physique, tout ça. Et je trouve ça triste. Et en fait, quand je vois son histoire, je comprends mieux pourquoi il y a des gens qui vivent mal le fait que moi, personnellement, par exemple, j'ai une visibilité alors que je suis grosse, ou que n'importe quelle fille grosse soit heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai fait la vidéo précédente sur le sujet Blake Lively et Justin Baldoni, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire. Ouais, elle est tellement énorme qu'elle cache le mot drama. Alors déjà, le mot drama, je le cache avec ma tête, donc en même temps, bah oui, j'ai une grosse tête, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Si tu en avais une aussi grosse, t'aurais peut-être moins de problèmes dans ta vie. Et puis en plus, mais quel est le rapport?
Quel est l'intérêt de mettre ce genre de commentaires? Et l'intérêt, c'est juste que j'ai pas le droit d'exister en tant que grosse, j'ai pas le droit d'avoir la parole en tant que grosse, à moins de me prendre des réflexions de ce genre, et je trouve ça tellement triste de penser comme ça, et tellement pathétique surtout. C'est dommage. C'est pas nécessaire. Donc voilà, mais pour revenir à nos moutons, maintenant parlons de la suite de cette affaire, parce que je pense que cette affaire aura une suite très clairement, parce que tout simplement Ryan Reynolds et Blake Lively sont bien décidés à aller jusqu'au bout. On va pas se mentir, clairement la carrière de Blake Lively mais aussi de Ryan Reynolds est en grave danger avec cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie en fait finalement d'entendre parler d'eux plus en amont, et la plupart des conseillers de communication de crise disent que si les conseillers en fait ils leur diraient de faire leur mea culpa et de disparaître pendant 3 ans avant de revenir avec le film du siècle. Mais c'est quelque chose qu'ils ne feront pas, je pense, pour plusieurs raisons. Déjà, la première des raisons, c'est qu'ils ne s'excusent jamais. Avec tous les dérapages que Blake Lively a fait, toutes les personnes qu'elle a heurtées et tout, elle aurait très bien pu s'excuser. Tu vois, si vraiment c'était pas du tout voulu qu'elle les rabaisse et tout, elle aurait pu s'excuser, il y aurait pas eu de sujet, quoi. Elle l'a jamais fait. Tout au long de sa carrière, elle ne l'a jamais fait. C'est pas la première fois qu'on la prend en train d'être une mean girl, ce qu'on appelle une mean girl, c'est-à-dire une fille méchante. Vous savez, les pestes dans les lycées. Elle a été plusieurs fois prise la main dans le sac en mean girlant, mais elle ne s'est jamais excusée. Donc clairement, je pense que c'est pas maintenant que ça va se commencer. Et puis aussi, je pense qu'ils ne peuvent pas admettre, tout simplement, qu'ils ont tort. Ils ne peuvent pas admettre ça parce que ce soit Ryan Reynolds et que ce soit Blake Lively, je pense qu'il y a aussi un sentiment de surpuissance, de toute puissance, et un sentiment que tout leur est permis, qu'ils ne peuvent pas admettre d'avoir tort, en fait. Depuis le début de la vidéo, je vous dis qu'ils ont tous les deux une faille narcissique et ils ont un problème égotique. Du coup, ils peuvent pas admettre que le tort leur revient, en fait. Ensuite, je pense que s'ils continuent, alors que clairement, enfin franchement, pour moi, la messe est dite, à moins que vraiment, ils aient vraiment un dossier, mais genre une vidéo où Justin la plaque contre un mur et essaye de lui mettre la main dans la culotte alors qu'elle dit non. À moins qu'ils aient ça, franchement, pour moi, la messe est dite, clairement. Mais je pense qu'ils s'accrochent aussi parce que le seul moyen qu'ils voient pour eux de s'en sortir au niveau de leur carrière et tout, c'est qu'ils gagnent leur procès, tout simplement. Je pense qu'ils pensent naïvement qu'en gagnant un procès, ils vont redorer leur blason. Le problème, c'est que le procès, il a lieu actuellement. C'est un procès médiatique et que je pense sincèrement que, en état, en tout cas, ils n'ont pas de quoi gagner un procès juridique en fait. Donc bon, ça c'est mon point de vue. Peut-être ils ont de solides preuves, je sais pas. Peut-être qu'ils vont me faire mentir. Mais pour moi, pour le moment, c'est foutu. Et enfin, la dernière des raisons pour laquelle ils vont pas lâcher, c'est qu'ils réalisent pas en fait que l'opinion publique s'est déjà fait une opinion et que du coup, comme je vous l'ai dit, le procès est déjà plié pour la plupart d'entre nous. Je pense sincèrement que le mal est fait et que la seule manière pour eux de s'en sortir, c'est d'écouter les conseillers de crise et de se retirer un peu de la sphère publique après avoir formulé des excuses. Mais je pense qu'ils ont trop d'ego pour faire ça. Voilà, malheureusement. Donc voilà comment, selon moi, les insécurités de Blake Lively et de Ryan Reynolds sont en train de leur coûter leur carrière. Et c'est vraiment très très triste. Je pense qu'il faut pas se réjouir de ça parce que c'est triste. J'ai jamais été une grande fan de Blake Lively dans la mesure où je trouvais que Leighton Meester faisait un bien mieux taf qu'elle pour incarner Blair. D'ailleurs, Blair Waldorf est un personnage beaucoup plus intéressant pour moi que Selena Van Der Woodsen. Donc je le trouvais beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant comme personnage que Rena, quoi. Et en plus, je trouve que Leighton Meester est une bien meilleure actrice, avec moins d'ego et beaucoup plus, enfin je pense ça se voit que c'est plus facile de travailler avec elle. Donc voilà, c'est ce que je ressentais déjà dès le départ. Mais pour autant, c'est pas quelqu'un à qui je voulais du mal et c'est pas quelqu'un dont je me délecte en fait des péripéties en ce moment. Je suis très en colère, par contre, qu'elle utilise la cause féministe pour régler ses problèmes. Ça, c'est quelque chose qui me débecte parce que du coup, ce genre d'accusation, en fait, nous dessert dans la mesure où on ne croit plus après quand on dit avoir été victime de ceci ou de cela. Et c'est très dommageable.
Donc je suis très en colère contre elle par rapport à ça. Mais c'est pas quelqu'un à qui je voulais du mal et je suis très triste pour elle qu'elle soit dans une telle peine. Et en tant que femme ronde et qui vit bien en fait ma vie et enfin qui me sent bien, d'un autre côté c'est également pénible de voir quelqu'un souffrir autant de son physique alors que elle est dans les normes et qu'en fait tout va bien quoi. C'est l'une des plus belles femmes du monde, mais en même temps je sais qu'elle souffre et j'aime pas voir les gens souffrir, donc vraiment un sentiment mitigé par rapport à ça. Et je trouve ça triste de voir des gens se saboter comme ça pour si peu en fait. Donc c'est ici que je vous quitte. N'oubliez pas d'aller lire mon article de blog. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine on va parler de mon initiation au tricot et c'est assez marrant et j'ai kiffé. Franchement, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo si c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous tente, mais vous osez pas vous lancer, tout ça. Venez voir cette vidéo, je pense qu'elle va beaucoup vous aider. Et la semaine suivante, on va parler de rupture amicale et donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans 2 semaines du coup, parce qu'elle sera dans la même veine que cette vidéo et je pense qu'elle sera super intéressante parce qu'on va se demander pourquoi on ne parle jamais de rupture amicale alors qu'on parle beaucoup de rupture amoureuse, on en parle partout. La rupture amicale, on n'en parle pas beaucoup, alors que parfois ça peut faire plus mal qu'une rupture amoureuse. Donc on va s'en parler, et je pense sincèrement que cette vidéo vaudra le détour. Donc en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, des bisous, n'oubliez pas d'aller voir mon article de blog. Ciao.